Sans famille. Première partie, chapitre 10, Devant la justice. De Pau, il m'est resté un souvenir agréable. Dans cette ville, le vent ne souffle presque jamais, et comme nous y restâmes pendant l'hiver, passant nos journées dans les rues, sur les places publiques et sur les promenades, on comprend que je dus être sensible à un avantage de ce genre. Ce ne fut pourtant pas cette raison qui, contrairement à nos habitudes, détermina ce long séjour en un même endroit, mais une autre très légitimement toute puissante auprès de mon maître, je veux dire l'abondance de nos recettes. En effet, pendant tout l'hiver, nous eûmes un public d'enfants qui ne se fatigua point de notre répertoire et ne nous cria jamais « c'est donc toujours la même chose ». C'était pour le plus grand nombre des enfants anglais, de gros garçons avec des chairs roses et de jolies petites filles avec des grands yeux doux, presque aussi beaux que ceux de Dolce. Quand le printemps s'annonça par des chaudes journées, notre public commença à devenir moins nombreux, et après la représentation, plus d'une fois, des enfants vinrent donner des poignées de main à un joli cœur et à Capi. C'étaient leurs adieux qu'ils faisaient. Le lendemain, nous ne devions plus les revoir. Nous reprîmes notre vie errante à l'aventure par les grands chemins. Pendant longtemps, je ne sais combien de jours, combien de semaines, nous allâmes devant nous, suivant des vallées, escaladant des collines, laissant toujours à notre droite les cimes bleuâtres des Pyrénées, semblables à des entassements de nuages. Puis un soir, nous arrivâmes dans une grande ville, située au bord d'une rivière, au milieu d'une plaine fertile. Les maisons, fort laides pour la plupart, étaient construites en briques rouges. Les rues étaient pavées de petits cailloux pointus, durs aux pieds des voyageurs, qui avaient fait une dizaine de lieues dans leur journée. Mon maître me dit que nous étions à Toulouse et que nous y resterions longtemps. Comme à l'ordinaire, notre premier soin le lendemain fut de chercher des endroits propices à nos représentations. Nous en trouvâmes un grand nombre, car les promenades ne manquent pas à Toulouse, surtout dans la partie de la ville qui avoisine le jardin des plantes. Il y a là une belle pelouse ombragée de grands arbres, sur laquelle viennent déboucher plusieurs boulevards qu'on appelle des allées. Ce fut dans l'une de ces allées que nous nous installâmes, et dès nos premières représentations nous eûmes un public nombreux. Par malheur, l'homme de police qui avait la garde de cette allée vit cette installation avec déplaisir, et soit qu'il n'aimait pas les chiens, soit que nous fussions une cause de dérangement dans son service, soit toute autre raison, il voulut nous faire abandonner notre place. Peut-être dans notre position eût-il été sage de céder à cette tracasserie, car la lutte entre de pauvres saltimbanques tels que nous et des gens de police n'était pas à armes égales. Mais mon maître n'en jugea pas ainsi. Bien qu'il ne fût qu'un montreur de chiens savants, pauvre et vieux, au moins présentement, il avait de la fierté. De plus, il avait ce qu'il appelait le sentiment de son droit, c'est-à-dire, ainsi qu'il me l'expliqua, la conviction qu'il devait être protégé tant qu'il ne ferait rien de contraire aux lois ou aux règlements de police. Il refusa donc d'obéir à l'agent lorsque celui-ci voulut nous expulser de notre allée. L'agent répondit qu'il n'y avait pas à discuter, mais à obéir. « Il faut museler vos chiens, dit-il durement à Vitalis. « Museler mes chiens ? Oui, museler vos chiens, et plus vite que ça. »« Museler Capi, Zerbino, Dolce » s'écria Vitalis, s'adressant bien plus au public qu'à l'agent. « Mais votre seigneurie n'y pense pas. Comment le savant médecin Capi, connu de l'univers entier, pourra-t-il administrer ses médicaments à son malade, si celui-ci porte au bout de son nez une muselière ? Si demain vos chiens ne sont pas muselés, s'écria l'agent, en nous menaçant du poing, je vous fais un procès. Je ne vous dis que cela. À demain, signor, dit Vitalis. À demain. Je croyais que mon maître allait acheter des muselières pour nos chiens, mais il n'en fit rien. Et la soirée s'écoula, même sans qu'il parlât de sa querelle avec l'homme de police. Alors je m'enhardis à lui en parler moi-même. « Si vous voulez que Capi ne brise pas demain sa muselière pendant la représentation, lui dis-je, il me semble qu'il serait bon de la lui mettre un peu à l'avance.
En le surveillant, on pourrait peut-être l'y habituer. Tu crois donc que je vais leur mettre une carcasse de fer? Dame, il me semble que l'agent est disposé à vous tourmenter. Sois tranquille, je m'arrangerai demain pour que l'agent ne puisse pas me faire un procès, et en même temps pour que mes élèves ne soient pas trop malheureux. D'un autre côté, il est bon aussi que le public s'amuse un peu. Cet agent nous procurera plus d'une bonne recette, et jouera sans s'en douter un rôle comique dans la pièce que je lui prépare. Cela donnera de la variété à notre répertoire et n'ira pas plus loin qu'il ne faut. Pour cela, tu te rendras tout seul demain à notre place avec Joli Cœur. Tu tendras les cordes, tu joueras quelques morceaux de harpe, et quand tu auras autour de toi un public suffisant et que l'agent sera arrivé, je ferai mon entrée avec les chiens. C'est alors que la comédie commencera. Le lendemain, je m'en allai à notre place ordinaire et je tendis mes cordes. J'avais à peine joué quelques mesures qu'on accourut de tous côtés et qu'on s'entassa dans l'enceinte que je venais de tracer. En me voyant seul avec Joli Cœur, plus d'un spectateur inquiet m'interrompait pour me demander si l'Italien ne viendrait pas. « Il va arriver bientôt. » Ce ne fut pas mon maître qui arriva, ce fut l'agent de police. Joli Cœur l'aperçut le premier, et aussitôt, se campant la main sur la hanche et rejetant sa tête en arrière, il se mit à se promener autour de moi en long et large, raide, cambré, avec une prestance ridicule. Le public partit d'un éclat de rire et applaudit à plusieurs reprises. La figure de l'agent n'était pas faite pour me donner bonne espérance. Il était vraiment furieux, exaspéré par la colère. Joli Cœur, qui ne comprenait pas la gravité de la situation, s'amusait de l'attitude de l'agent. Il se promenait lui aussi le long de ma corde, mais en dedans, tandis que l'agent se promenait en dehors, et en passant devant moi, il me regardait à son tour par-dessus son épaule, avec une mine si drôle que les rires du public redoublaient. Je ne sais comment cela se fit, mais l'agent, que la colère aveuglait sans doute, s'imagina que j'excitais le singe, et vivement il enjamba la corde. En deux enjambées, il fut sur moi, et je me sentis à moitié renversée par un soufflet. Quand je me remis sur mes jambes et rouvris les yeux, Vitalis, survenu, je ne sais comment, était placé entre moi et l'agent qu'il tenait par le poignet. « Je vous défends de frapper un enfant, dit-il. Ce que vous avez fait est une lâcheté. » L'agent voulut dégager sa main, mais Vitalis serra la sienne. Et pendant quelques secondes, les deux hommes se regardèrent en face, les yeux dans les yeux. L'agent était fou de colère. Mon maître était magnifique de noblesse. Il tenait haute sa belle tête encadrée de cheveux blancs, et son visage exprimait l'indignation et le commandement. Il me sembla que, devant cette attitude, l'agent allait rentrer sous terre, mais il n'en fut rien. D'un mouvement vigoureux, il dégagea sa main, empoigna mon maître par le collet et le poussa devant lui avec brutalité. Vitalis, indigné, se redressa, et levant son bras droit, il en frappa fortement le poignet de l'agent. « Que voulez-vous » demanda Vitalis. « Je veux vous arrêter. Suivez-moi au poste. » Pour arriver à vos fins, il n'était pas nécessaire de frapper cet enfant, répondit Vitalis. Pas de parole, suivez-moi. Vitalis avait retrouvé tout son sang-froid. Il ne répliqua pas, mais se tournant vers moi, « Rentre à l'auberge, me dit-il, reste-y avec les chiens, je te ferai parvenir des nouvelles. » Il n'en put pas dire davantage, l'agent l'entraîna. Je rentrai à l'auberge fort affligé et très inquiet. Je n'étais plus au temps où Vitalis m'inspirait de l'effroi. À vrai dire, ce temps n'avait duré que quelques heures. Assez rapidement, je m'étais attachée à lui d'une affection sincère, et cette affection avait été en grandissant chaque jour. Nous vivions de la même vie, toujours ensemble du matin au soir, et souvent du soir au matin, quand pour notre coucher nous partagions la même botte de paille. Un père n'a pas plus de soin pour son enfant qu'il en avait pour moi. Il m'avait appris à lire, à chanter, à écrire, à compter. Dans nos longues marches, il avait toujours employé le temps à me donner des leçons
tantôt sur une chose, tantôt sur une autre, selon que les circonstances ou le hasard lui suggéraient ses leçons. Dans les journées de grand froid, il avait partagé avec moi ses couvertures. Par les fortes chaleurs, il m'avait toujours aidé à porter la part de bagages et d'objets dont j'étais chargée. À table, ou plus justement dans nos repas, car nous ne mangions pas souvent à table, il ne me laissait jamais le mauvais morceau, se réservant le meilleur. Au contraire, il nous partageait également le bon et le mauvais. Quelquefois, il est vrai qu'il me tirait les oreilles et m'allongeait une taloche, mais il n'y avait pas dans ces petites corrections de quoi me faire oublier ses soins, ses bonnes paroles et tous les témoignages de tendresse qu'il m'avait donnés depuis que nous étions ensemble. Il m'aimait et je l'aimais. Je passais ainsi 2 journées dans l'angoisse, n'osant pas sortir de la cour de l'auberge, m'occupant de jolis cœurs et des chiens qui tous se montraient inquiets et chagrins. Enfin, le 3e jour, un homme m'apporta une lettre de Vitalis. Par cette lettre, mon maître me disait qu'on le gardait en prison pour le faire passer en police correctionnelle le samedi suivant, sous la prévention de résistance à un agent de l'autorité et de voies de fait sur la personne de celui-ci. En me laissant emporter par la colère, ajoutait-il, j'ai fait une lourde faute qui pourra me coûter cher. Viens à l'audience, tu y trouveras une leçon. Ayant pris des renseignements, on me dit que l'audience de la police correctionnelle commençait à 10 heures. À 9 heures, le samedi, j'allais m'adosser contre la porte et le premier je pénétrai dans la salle. Peu à peu, la salle s'emplit. Je reconnus plusieurs personnes qui avaient assisté à la scène avec l'agent de police. Je ne savais pas ce que c'était que les tribunaux et la justice, mais d'instinct, j'en avais une peur horrible. Il me semblait que, bien qu'il s'agît de mon maître et non de moi, j'étais en danger. J'allais me blottir derrière un gros poêle, et m'enfonçant contre la muraille, je me fis aussi petit que possible. Ce qui se dit tout d'abord, ce qu'on lui demanda, ce qu'il répondit, je n'en sais rien. J'étais trop émue pour entendre, et tout au moins pour comprendre. D'ailleurs, je ne pensais pas à écouter, je regardais. Je regardais mon maître qui se tenait debout, ses grands cheveux blancs rejetés en arrière, dans l'attitude d'un homme honteux et peiné. Je regardais le juge qui l'interrogeait. « Ainsi, dit celui-ci, vous reconnaissez avoir porté des coups à l'agent qui vous arrêtait. »« Non des coups, monsieur le président, mais un coup. Lorsque j'arrivai sur la place où devait avoir lieu notre représentation, je vis l'agent donner un soufflet à l'enfant qui m'accompagnait. »« Cet enfant n'est pas à vous. »« Non, monsieur le président, mais je l'aime comme s'il était mon fils. Lorsque je le vis frapper, je me laissai entraîner par la colère. Je saisis vivement la main de l'agent et l'empêchai de frapper de nouveau. Nous allons entendre l'agent. Celui-ci raconta les faits tels qu'ils s'étaient passés, mais en insistant plus sur la façon dont on s'était moqué de sa personne, de sa voix, de ses gestes, que sur le coup qu'il avait reçu. Pendant cette déposition, Vitalis, au lieu d'écouter avec attention, regardait de tous côtés dans la salle. Je compris qu'il me cherchait. Alors je me décidai à quitter mon abri et, me faufilant au milieu des curieux, j'arrivai au premier rang. Il m'aperçut et sa figure attristée s'éclaira. Je sentis qu'il était heureux de me voir et malgré moi, mes yeux s'emplirent de larmes. « C'est tout ce que vous avez à dire pour votre défense ?» demanda enfin le président. « Pour moi, je n'aurai rien à ajouter, mais pour l'enfant que j'aime tendrement et qui va rester seul, pour lui, je réclame l'indulgence du tribunal et le prix de nous tenir séparés le moins longtemps possible. » Je croyais qu'on allait mettre mon maître en liberté, mais il n'en fut rien. Un autre magistrat parla pendant quelques minutes, puis le président, d'une voix grave, dit que le nommé Vitalis, convaincu d'injures et de voies de fait envers un agent de la force publique, était condamné à 2 mois de prison et à 100 francs d'amende. 2 mois de prison.
À travers mes larmes, je vis la porte par laquelle Vitalis était entré se rouvrir. Celui-ci suivit un gendarme, puis la porte se referma. 2 mois de séparation. Où aller ?